Je venais d'avoir 18 ans. C'est là que je l'ai rencontré. Il m'a charmé avec son sourire. Il ne m'a pas lâché d'une semelle jusqu'à sa fameuse question. On se regarde un film ensemble ce soir, juste comme ça, faire connaissance. Et j'ai accepté. J'ai eu peur de me faire des films, pour une fois qu'un garçon s'intéressait à moi. En plus, quelques jours après mes 18 ans, ma majorité. C'était comme un rêve, je n'arrivais plus à penser. Ce qui me semblait inaccessible était en train de se produire. Cette soirée, à ce moment-là, était inoubliable et presque irréelle. Il y a eu des câlins, des baisers, partout sur mon corps, comme dans un film. Et puis, il m'a dit qu'il n'était pas sûr de rester en France, pour toujours, vu qu'il était djiboutien et que sa famille était là-bas. Il me demande aussi si je vais lui en vouloir pour cette soirée. Je lui ai répondu que non, bien sûr que non. Il m'a demandé si je voulais le revoir et j'ai répondu que oui. Mais j'ai mis 2, 3 jours à réaliser ce qui s'était passé entre lui et moi. Je me suis dit que c'était un coup de foudre. Et quand je l'ai enfin revu, je lui ai dit que même s'il ne restait pas en France, je souhaitais vivre cette histoire d'amour avec lui, même si ça ne durait qu'un an ou deux, sauf s'il ne le souhaitait pas. C'est comme ça que tout a commencé. Et puis très rapidement, les choses ont changé. Il est devenu très jaloux. Une fois, il a pété les plombs juste parce que son copain était assis tout proche de moi. Il a commencé à me tester, me faire culpabiliser, me faire peur. Et je suis restée. Et puis un jour, c'était au début de l'été 2011, il m'a forcée. Je ne voulais pas le faire, mais il m'a forcée, car lui, il en avait envie, et que moi, je n'ai pas cédé. Il me faisait des chatouilles et je me suis retournée. Et il s'est placé sur moi alors que j'étais sur le ventre. Je pensais qu'il rigolait, qu'il s'amusait, et puis il m'a soulevé ma robe en jean bleu. Il a cherché à descendre ma culotte, sans succès, parce que je bougeais en lui disant que je ne voulais pas. Il m'a chuchoté dans l'oreille droite, laisse-toi faire, s'il te plaît. J'ai envie. J'ai eu peur, j'étais tétanisée quand il a réussi à le faire. Quand il a eu fini, il est allé se laver au lavabo, et il a dit, faut que je me calme, je suis pas bien d'avoir fait ça. Il est venu vers moi, qui m'était recroquevillée en position de fœtus, et m'a dit, je sais pas ce qui m'a pris, je t'en prie, pardonne-moi. Et je lui ai répondu que je lui pardonnais, que c'était pas grave. J'étais choquée, je ne pleurais même pas. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Il semblait s'en vouloir, alors j'ai pas cherché. Ce jour-là, j'en avais pas conscience, mais il m'avait violée. Et ça a ouvert des portes ou des options auxquelles il n'avait pas accès avant. C'est comme s'il m'avait fait comprendre que mon corps n'était pas à moi, et qu'il n'était qu'un objet de jouissance sexuelle pour lui seul. C'est après ce premier viol qu'il s'est permis de me faire l'amour alors que j'étais endormie, en pleine nuit, juste parce qu'il en avait envie. Quand il voulait le faire, je cédais aussi, puisque de toute façon il en avait envie. J'ai commencé à croire que c'était normal de le laisser faire, que j'en ai envie ou non. Il me disait que c'était cruel d'être à côté de lui et de ne pas le laisser faire. Il me disait que mon refus le faisait souffrir. Alors je cédais et ne réagissais pas quand il le faisait quand j'étais endormie et que je me rendais compte. Il me culpabilisait aussi de ne pas l'avoir stoppé, car sa religion musulmane l'interdisait de faire l'amour hors mariage. Et puis, 2 ans plus tard, nous nous sommes quittés. On s'était rencontrés fin octobre 2010 et on se quittait fin octobre 2012. J'ai commencé mes études d'infirmière en septembre 2011 et être loin l'un de l'autre, car je l'aimais encore malgré tout, était difficile à vivre. Et moi, je me disais que je ne pouvais pas faire de projet avec lui, puisqu'il prévoyait de rentrer à Djibouti et je ne voulais pas le suivre. Nous nous sommes quittés et ça m'a soulagée. Je me sentais triste, oui, mais je pensais surtout que je pouvais reprendre un nouveau départ et retrouver quelqu'un avec qui je pouvais faire des projets concrets, comme s'installer ensemble, etc. Mais lui n'était pas vraiment du même avis que moi. Il m'a recontacté. On se voyait par webcam sur Skype. Il me disait que je lui manquais, qu'il avait besoin de sentir de nouveau mon odeur, me toucher, m'embrasser et me faire l'amour. Au début, j'ai refusé de le revoir. J'avais peur qu'il insiste et que je craque. On n'était plus ensemble et je ne voulais pas faire l'amour sans sentiment, ni vie de couple. Et puis j'ai craqué. Je l'ai revu.
Mais je lui avais dit que je ne voulais pas qu'on refasse l'amour et qu'il n'aurait droit au mieux qu'à des câlins. Il semblait d'accord, mais m'a tout de même dit que de toute façon, il savait comment me faire craquer. J'y suis allée ce 2 novembre 2012 et jamais, jamais j'aurais pensé qu'il me fasse ça. J'ai craqué une première fois. Je l'ai fait, mais j'avais pas vraiment envie. J'ai craqué pour être tranquille, mais je me sentais mal à l'aise de l'avoir fait alors qu'on n'était plus ensemble. Je lui ai dit, il a semblé comprendre. Je voulais partir, mais il m'a retenue. Il voulait que je reste encore un peu, qu'on ne se quitte pas fâché. Il a trouvé l'excuse qu'il commençait à faire nuit et qu'il avait peur que j'aie un accident. Il a fait semblant d'avoir oublié que j'avais déjà conduit de nuit. Me voyant un peu inquiète sur ses faits et gestes, il m'a promis qu'il n'insisterait plus jamais pour le refaire si je ne le voulais pas. Je l'ai cru. On s'est couché côte à côte dans son lit. Il m'a fait comprendre qu'il voulait le faire. Je lui ai rappelé qu'il m'avait promis de ne plus insister. Il m'a montré son mécontentement et puis il est venu sur moi. Je sentais sa bave couler le long de ma gorge quand il me mordillait le cou. Je sentais ses mains partout sur mon corps. J'ai essayé de l'empêcher de passer sa main sous le t-shirt que je portais, qu'il m'avait prêté pour dormir. Je répétais arrête, arrête. Il me bloquait les mains pour que j'arrête de l'empêcher de me toucher. Et puis, il s'est soulevé au-dessus de moi et m'a dit sèchement et dans un regard d'une noirceur que je n'avais jamais vue. Non, je n'arrêterai pas. J'étais choquée. Je n'ai pas compris pourquoi. Et alors que mes forces commençaient à se perdre, il a baissé le pantalon de pyjama kaki qu'il m'avait prêté pour dormir. Je serrais mes jambes aussi fort que je le pouvais, et puis je les ai senties céder sous la force des jambes de cet homme que je ne reconnaissais plus du tout. Il le faisait alors que je ne le voulais pas. Les sons étaient plus sourds, comme si je m'échappais de mon propre corps. Je voyais la lumière orange du lampadaire sous l'immeuble. J'entendais les rires des gens dans la chambre juste à côté. J'ai entendu les gens passer sous la fenêtre, dehors. Je revenais à moi des fois, mais je repartais loin quand je le voyais et sentais faire ce qu'il voulait de mon corps. Je me suis entendu penser aussi fort que je le pouvais. Je priais pour qu'un jour il paye ce qu'il était en train de me faire. J'ai senti quand il a eu fini, et j'ai pleuré en le serrant dans mes bras. J'étais perdue, désespérée, et puis je ne comprenais rien à ce qu'il venait de se passer. Et puis il m'a dit, t'inquiète pas, c'est fini. Il m'a demandé aussi d'arrêter de pleurer. Je me suis retournée sur le côté pour lui tourner le dos pour ne pas qu'il me voie pleurer encore, et j'ai pleuré en silence. Je sais qu'il a recommencé peu de temps après. Il l'a fait cette fois quand j'étais dos à lui. Je n'ai pas de souvenir précis, mais je sais qu'il l'a fait. J'étais sous le choc, mes pensées s'étaient brouillées, j'étais vide, morte. Je me suis réveillée dans le gaz le lendemain matin. J'étais nauséeuse. Je me suis vite cachée dans les toilettes communes pour m'habiller. Je voulais partir avant son réveil. Malheureusement, il m'a vue. Il m'a dit que je pouvais prendre le temps de me laver si j'en avais envie. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Je me sentais mal, sale, et je suis allée me laver. Je me suis frottée encore et encore pour ôter son odeur, sa bave sur mon cou, l'empreinte de ses mains. La colère est montée. Je voulais comprendre. Je lui ai jeté ma colère, mon incompréhension en pleine face. Mais il s'est mis à chialer sur lui-même. Il s'est porté en victime alors qu'il venait de me détruire de l'intérieur. Le pire, c'est que je me suis approchée de lui pour le consoler. Je suis rentrée dans le gaz, j'ai pleuré tout le long de la route en conduisant. Rentrée chez moi dans mon petit studio d'étudiante, seule, je me suis changée en chemise de nuit. Je me sentais si mal, si sale. J'ai caché mon corps tout abîmé sous ma robe de chambre. J'ai encore pleuré si longtemps que je me suis endormie de fatigue. J'en ai parlé à des amies de ma promo d'école d'infirmière. Elles n'ont pas réagi plus que ça. J'ai tout raconté à ma meilleure amie, mais elle m'a dit que c'était un viol et qu'il fallait que je porte plainte. Je l'ai pas cru, sur le coup.
Ma meilleure amie a perdu sa maman peu de temps après. Les jours ont passé. J'étais seule avec ça et puis il m'a réécrit, je l'ai revu. Je lui ai dit que ma meilleure amie pensait qu'il m'avait violée. Il m'a dit que ça la regardait pas ce qui se passait entre lui et moi et que je devais pas la croire car les gens ne savaient plus juger. J'ai commencé à faire comme s'il ne s'était rien passé. J'avais même l'impression d'avoir exagéré en le mettant en cause. Tous mes sentiments se sont enfuis au fond de moi. Et puis, 2 mois plus tard, je l'avais revu et on l'a refait. Mais ça m'avait fait mal. J'avais peur et quand je lui ai dit, il a dit que j'exagérais. Et puis, ma concentration lors de mon stage est devenue difficile à garder. Je faisais de plus en plus d'erreurs qui auraient pu coûter la vie à des patients. J'ai dû me mettre en arrêt et tout m'est revenu, flash après flash, souvenir après souvenir, chacun me mettant à terre un peu plus. J'étais terrifiée, c'était insupportable, je voulais que ça s'arrête. Et quand ça s'est un peu calmé, j'ai décidé de suspendre ma formation et de prendre le temps de me remettre de tout ça. J'ai commencé une thérapie avec une psychotraumaticienne. J'ai réussi à en parler à mes parents. J'ai enfin coupé les ponts avec ce salaud et puis j'ai porté plainte. L'enquête a commencé, ils ont interrogé ma meilleure amie et lui. J'ai reçu plus tard une lettre du procureur de la République qui me disait que les conclusions de l'enquête ne donnaient pas de preuves suffisantes pour continuer les poursuites judiciaires. Entre-temps, grâce à la thérapie, j'ai repris confiance en moi. J'ai voulu essayer de rencontrer quelqu'un pour voir si un autre garçon se comportait comme mon ex. Au début, c'était juste pour voir, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui enfin m'a aidé à retrouver confiance au garçon et à qui mon histoire ne faisait pas fuir, ne faisait pas peur. Je suis allée voir une association d'aide aux victimes d'infractions qui m'ont révélé que la police aurait dû me demander un certificat médical, que j'aurais dû voir un organisme spécial pour constater le crime, etc. J'ai donc fait appel en dénonçant ces manquements et en donnant un certificat prouvant que je voyais bien une psychotraumaticienne, en leur disant que j'aurais aimé avoir une confrontation avec mon agresseur, etc. Mon appel a été rejeté. Le procureur général m'a dit que les conclusions de l'enquête ne justifiaient pas de poursuite. Réponse qui m'a mis hors de moi plus que la première fois. Le procureur général n'a même pas pris la peine de lire un mot de ma lettre. S'il l'aurait lu, il aurait eu une toute autre réponse. Seule devant l'ampleur de mon incompréhension, j'ai décidé de me révolter et j'ai créé une page Facebook que j'ai appelée Viol Prévention. Je voulais montrer au monde entier cette injustice profonde qui m'était infligée et je voulais aider les autres victimes du mieux qu'il m'était possible de faire.